Un, deux. Bien, bonsoir à tous et bienvenue du coup pour cette quatrième et dernière conversation initiée dans le cadre du programme Hyperface que nous avons donc initié et qui prend encore au Shadok depuis maintenant quelques jours. Nous sommes un petit peu fatigués également, il faut le dire, puisque depuis le 10 avril, nous sommes pleinement résidents au Shadok avec du coup 6 projets, donc 8 porteurs, 8 porteurs qui sont là, qui sont artistes, qui sont designers. Et aujourd'hui, nous avons fait la connaissance de Benjamin Hoguet, qui est à mes côtés, qui du coup a pu présenter son travail, sa démarche, avec lequel nous avons déjà initié des discussions dans la matinée. Il a pu également se rapprocher de projets notamment celui de Brigitte qui est plus sur la VR. Et puis nous avons pu aussi échanger un petit peu sur le projet en cours de Nicolas autour du jeu vidéo. Donc que dire de plus? Peut-être laisser la parole à Benjamin. Je tiens aussi à préciser que ce soir, Laurent est avec nous et Mireille aussi. On les remercie d'être présents puisque c'est un plaisir d'échanger au fil de ce temps de résidence et puis de se nourrir l'un l'autre de différents regards, de différents champs disciplinaires aussi. Et voilà, je vais te laisser la parole si tu veux bien. Merci beaucoup. C'était très agréable d'être là effectivement aujourd'hui. De découvrir plein de projets alors hyper différents, mais alors très 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 intéressants. Et j'avoue que je le savais pas en fait. On n'en avait pas parlé en fait. Vous m'avez pas dit avant les projets. J'ai complètement débarqué et très clairement. Il y a des projets sur lesquels qui me dépassent totalement, qui ne sont pas de mon monde, mais où on peut voir très clairement l'intention qu'il y a derrière, la valeur à la fois scientifique, culturelle, artistique qu'il y a derrière, et je trouve ça vraiment hyper impressionnant. Donc ça renouvelle à nouveau l'intérêt des résidents. Je trouve que c'est trop cool à chaque fois. C'est vraiment hyper impressionnant ce qu'on y trouve. Enfin bref. Donc moi je m'appelle Benjamin. Il faut que je me présente, hein, c'est ça? Idéalement, ce serait OK. Je m'auto-présente, je me présente comme étant auteur et concepteur interactif, ce qui est du coup assez vague. Je travaille essentiellement sur des projets qui vont raconter quelque chose, généralement qui vont raconter quelque chose du monde dans lequel on vit, mais parfois qui peuvent aussi raconter des histoires totalement inventées, qui ne se basent sur rien, mais plutôt généralement qui s'inspirent du réel pour raconter un certain nombre de choses et qui vont essayer de faire interagir le public de diverses manières avec l'histoire que j'ai ou que d'autres gens dans le projet, généralement on est dans des démarches assez collaboratives, avons envie de raconter. Et donc on a parlé ce matin d'un certain nombre de mes projets, comme un point de départ à une discussion qui après a très rapidement dérivé sur tout un tas de sujets hyper intéressants. Donc j'ai pu parler de projets de bande dessinée interactive où on faisait sauter les cases et les phylactères pour ne garder que l'image, un certain rapport sensible à l'image et en rajoutant du son par exemple. On a parlé de projets de documentaires interactifs, de jeux aussi, de jeux narratifs. On essaie de raconter quelque chose à travers une mécanique ludique. On a parlé de projets de narration sur les réseaux sociaux directement, notamment sur Instagram, où j'ai raconté que j'avais récemment écrit une BD pour Instagram et où on travaillait avec un producteur qui s'appelle Bigger Than Fiction sur une fiction sur Instagram. Merci pour la lumière moins forte, c'est trop bien. Sur une fiction pour Instagram qui serait donc comme du cinéma, sauf que ça serait tourné en format vertical, parce que voilà, c'est Instagram, et que ça serait diffusé sur un temps assez long, donc a priori 2 mois, sur un sujet assez dur qui est le harcèlement sur les réseaux sociaux. Voilà, et il y a un projet dont j'ai aussi parlé, mais je n'ai pas montré d'image, et c'est ce qu'on se proposait de faire pour lancer éventuellement un peu les hostilités. Enfin, hostilité, c'est absurde. Laisser la conversation. Qui est un projet qui s'appelle Painted Back, qui est en fait un projet qui utilise le dessin en réalité virtuelle. Donc, vous avez des applications aujourd'hui de dessin en réalité virtuelle qui permettent de se situer dans un espace, dans un volume, et de dessiner en volume. Alors, ce qui est très curieux, parce qu'on n'est plus sur une deux dimensions d'une page
une page blanche, on est dans un espace. Alors, plus besoin de faire des perspectives fuyantes pour donner une idée de profondeur. On peut juste se déplacer de 2 mètres et dessiner, du coup, non plus une chaise avec les barreaux qui se barrent comme ça, mais vraiment dessiner la chaise comme on peut la voir ici, en volume. Et on a utilisé ces logiciels de dessin-là pour valoriser des images d'archives. Et du coup, je vais montrer une petite vidéo d'une image qu'on a tournée pendant un événement ici au Shadok, parce que le producteur de ce projet-là, c'est Sepia, qui est ici, pas loin, enfin, voilà, qui est un super producteur, qui a réussi à monter à une vitesse folle avec le partenariat du Shadok et d'autres, de Central Vapeur, le festival de films fantastiques, et je crois qu'il y avait même, et le financement de la région, et tout ça, enfin bref, tout un tas d'acteurs locaux d'une vélocité, d'une célérité que je ne saurais qu'être très reconnaissant, envers lesquels je suis très reconnaissant. Et donc on a réussi à organiser un événement ici où vous aviez, là où je me trouve, juste derrière, une artiste, derrière ici un autre, une artiste ici, un artiste ici, qui sont plutôt des dessinateurs, des illustrateurs, que certains font un peu de sculpture, sont un peu artistes plasticiens, des choses comme ça, mais n'étaient pas du tout au fait de la réalité virtuelle. Et on leur a mis ces logiciels de dessin. Alors bien sûr, ils ont ce talent de dessinateur, mais ils n'avaient pas du tout l'appréhension de ce qu'allait être le logiciel de dessin en réalité virtuelle. Et on leur a mis cette contrainte de choisir une image centrale et de dessiner autour. Donc vous allez voir, il y en a un qui a choisi une photo de Joséphine Baker en train de danser le Charleston et a raconté autour de cette photo-là, dans l'espace, la vie très dense de Charleston, n'importe quoi, de Joséphine Baker, qui était résistante pendant la guerre, qui était militante des droits de l'homme aux États-Unis pendant le mouvement des droits civiques, etc. Enfin, qui a une vie exceptionnelle. On a aussi une artiste qui a pris une photo d'une école de ménagères d'Alsace, justement. Donc les écoles de ménagères, c'était cette très belle institution qui apprenait aux femmes à être des bonnes épouses. Et il y avait une photo de groupe, et donc tout le monde regarde le photographe, sauf une femme qui regarde au loin, qui est juste rien à foutre, et il regarde comme ça. Et elle s'est dit, waouh, c'est une très bonne, ça m'inspire, voilà. Donc je vais utiliser cette figure-là, et je vais dessiner un truc autour de cette photo. Bref, il y en a 2 autres, vous les découvrirez. Et je vais essayer de vous montrer ça. Non. Vous voyez là? Ah, on voit, il n'y a pas de son. Merci. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait ici au Shadok à Strasbourg, c'est un premier prototype de cette expérience-là. On a demandé à 4 illustrateurs de venir, de choisir une image rectangulaire de leur choix. Le but, c'est que chaque artiste puisse s'exprimer librement avec ce hors-champ qui entoure l'image. C'est Joséphine Baker, donc. Faire quelque chose de poétique, quelque chose de fictif, du pur documentaire, bref, qu'ils injectent autour de cette image qui, elle, est déterminée, une création qui soit totalement libre et qui raconte à la fois cette image et ce que cette image ne montre pas. Je pense que c'est un très bon nouvel outil et que ça va débloquer des possibilités narratives qu'on n'a pas autrement. Il faut repenser complètement son dessin, quoi. Après, c'est incroyable, je trouve ça génial. Je trouve que ça donne complètement une nouvelle face au dessin, quoi. On essaye de développer ici une manière de fabriquer les choses, un format qu'on va ensuite pouvoir adapter à tout un tas d'images rectangulaires. Ça peut être des archives vidéo, ça peut être des archives photos, ça peut être des grands tableaux de peintres, ça peut être des images, des photos d'enfance. Le potentiel, je trouve, de ce concept-là, c'est de pouvoir laisser libre cours à l'imaginaire qu'est le hors-champ. Le hors-champ a toujours été là pour justement susciter l'imaginaire. C'est au cinéma, à la photo, le cadre est aussi important pour ce qu'il montre que ce qu'il ne montre pas, et là on peut exploiter cet espace-là, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Et c'est vraiment ça la singularité du projet Create Back. Voilà. Alors j'ai été très courageux parce que c'est horrible de se voir quand même à l'écran, c'est assez atroce. Donc, et c'était vraiment très intéressant à faire comme expérience, parce que, moi c'est un truc que, après je me permettrai du coup de passer le micro parce que sinon j'ai un peu l'impression là de monopoliser la parole, mais
c'était la rencontre de gens qui n'avaient rien à voir avec la réalité virtuelle. Donc tous les artistes se sont entraînés 1 fois, 2 fois, 3 fois, pendant des temps relativement courts. Hein. C'est quand même des outils qui sont hyper intuitifs. C'est juste le temps de prendre le coup, de se projeter dans l'espace, ce qui n'est pas évident, mais qui est absolument indispensable en réalité virtuelle. On a beaucoup parlé ce matin, parce que la réalité virtuelle nous place dans un espace. De fait, notre perception sensorielle nous dit tu es ailleurs, tu es dans un espace qui est autre. Et donc, si tu veux dessiner en réalité virtuelle, il n'y a pas de problème, il y a des outils, et ça c'est hyper cool. Mais par contre, il faut appréhender l'espace. C'est plus la feuille de papier, c'est un volume qui est devant soi, qui peut s'étendre sur à peu près 5 mètres sur 5 mètres aujourd'hui. Maintenant, il y a des cases qui viennent de sortir qui vont faire 10 mètres sur 10 mètres. Donc c'est quand même intéressant. Mais vous avez vu aussi qu'il y en a qui ont l'air immenses, des dessins qui ont l'air très grands, bien plus grands que 5 mètres par 5 mètres. C'est aussi que c'est des espaces de travail. On va pouvoir les agrandir juste en tirant sur les bras comme ça. On va pouvoir agrandir l'espace de travail quasiment à l'infini, enfin pas exactement à l'infini, mais ça n'aurait pas d'intérêt de toute façon, mais vraiment faire des choses immenses, et ou au contraire les réduire. Et si je réduis l'espace de travail et que je fais un tout petit bonhomme, après je peux l'agrandir et du coup avoir un géant. Et c'est vraiment un espace extrêmement malléable du coup qu'on a à travers ces outils-là. Et ils s'en sont, je trouve, assez bien servis, en sachant qu'ils n'avaient que 3 heures. Donc ils ont pu réfléchir avant, mais ils n'avaient que 3 heures pour produire ce qu'on a vu là. Et après, voilà, on peut avoir des préférences. Moi-même, j'ai des préférences dans ces 4-là. Mais l'idée, c'était aussi de les laisser assez libres de créer et de remplir le hors-champ. Et donc, le hors-champ étant vraiment quelque chose de fondamental, je trouve, dans notre rapport à l'image tel qu'on l'a connu jusqu'aujourd'hui, que ce soit la photo, le cinéma, même la Joconde, vers quoi regarde-t-elle, qu'est-ce qui la fait sourire? C'est une interrogation hyper vieille, et c'est la force du hors-champ, et du coup, là, on se dit, oui, on va remplir le hors-champ, donc on va perdre un côté mystérieux, mais en même temps, on gagne 220 degrés, je sais pas, c'est pas 220 degrés, on s'en fout, mais un certain volume d'espace de créativité. Donc voilà. Et pourquoi je dis que ça me fait penser à un certain nombre de projets, c'est que, et en tout cas, ou à la démarche qu'il y a eu ici, c'est l'hybridation et la rencontre aussi de gens qui viennent de mondes assez différents. Et du coup, voilà, nous, on leur a parlé réalité virtuelle, eux, ils nous ont parlé dessin. On a ensemble parlé image, rapport à l'image, rapport au hors-champ. Et on va continuer à en parler, parce que là, c'est que la première étape. Le but, après, c'est bien sûr de valoriser toute cette matière, tous ces dessins qu'ils ont faits, etc., etc. Et je trouve qu'ici, c'était assez chouette de voir des gens au profil hyper différents se rencontrer. Et de ce que vous avez déjà témoigné, ou ce que j'ai pu entendre, ou que vous m'avez raconté, ou que tu m'as raconté sur la manière dont ça s'est passé, il y a eu pas mal d'échanges. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, je sais pas, c'est peut-être une occasion pour passer le micro autour, pour savoir ce qu'a pu vous apporter, la transdisciplinarité, j'en sais rien. Sinon, on peut parler d'autre chose. Qui a envie de réagir? Parce que là, je me sens un petit peu observé. Alors moi, je te remercie beaucoup pour toute ta présentation et toute la discussion qu'on a eue cet après-midi. Et donc nous, c'était plutôt dirigé sur mon projet de réalité virtuelle. Mais comme tu le dis, pendant la résidence et avec les 6 intervenants, c'était très très riche aussi, autant avec les intervenants qu'avec les résidents. Donc moi, à chaque fois, chacun redonne des idées, tu rebondis et tu repars dans d'autres directions. Là, on n'en a pas vraiment parlé jusqu'à présent de ce projet spécifique, mais ça ouvre à nouveau d'autres portes, d'autres aspects. Et donc la créativité qu'on a ici, j'aimerais bien qu'on la continue encore. Mais une question plus directe... Tu as déjà beaucoup donné d'explications. Donc après, voilà, sur comment tu l'imaginerais. Donc là, tu as utilisé les illustrateurs et la transdisciplinarité. Comment utiliser les architectes? Ça, c'est un peu redondant. Si. Et après, est-ce que tu as d'autres idées encore de gens, justement, pour encore stimuler cette transdisciplinarité, pour utiliser le hors-champ? Pour utiliser le hors-champ, c'est très spécifique du coup. Oui, ce projet-là, c'est de la peinture en réalité virtuelle. Mais en fait, j'avais déjà fait un événement l'an dernier où c'était plutôt des cinéastes qui avaient pris ce concept-là. Et on leur a mis entre les mains donc, des images d'archives. Il y avait eu
l'explosion nucléaire dans les îles Bikini. Giscard d'Estaing qui fait au revoir, qui se lève et qui s'en va. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Oh, j'ai la mémoire qui flanche. Pardon. Enfin bref, deux autres images d'archives. C'était avec l'INA. C'est pour ça qu'on avait ces images d'archives là aussi. Et là, pour le coup, c'est des cinéastes, plutôt du monde de l'audiovisuel, qui ont fait des choses. Certains ont fait un peu d'animation, d'autres ont fait carrément des tournages et ont rempli le hors-champ autour de ces images. C'était hyper intéressant. Ils l'ont fait en 48 heures en plus, ce qui était extrêmement violent en termes de timing. Mais ils ont tout fait, concevoir, tourner, monter, et du coup ensuite diffuser dans un casque directement le soir même auprès d'un certain nombre de professionnels, etc. C'est des œuvres qui ont ensuite été valorisées dans un festival à Paris de VR. Donc en fait, oui, c'est sur le concept de remplir le hors-champ, à partir du moment où il est posé, en fait, c'est n'importe qui peut l'utiliser. Enfin, moi, je me sens pas vraiment d'ailleurs d'acte de propriété là-dessus. En fait, ça serait complètement absurde. C'est juste de remarquer qu'en cinéma, il y a un hors-champ. Enfin, en cinéma ou dans toutes les images rectangulaires finalement qu'on va produire et qu'on a produit dans notre histoire culturelle et qu'on va continuer à produire, il y aura un hors-champ. En réalité virtuelle, il n'y en aura jamais vraiment. Et donc, dès qu'on marie les deux, on peut très facilement jouer sur cette tension, cette espèce d'incompatibilité supposée, mais en fait, dès qu'il y a incompatibilité supposée, il y a surtout un espace de création. Et à partir de là, n'importe qui peut le faire. Donc, quelqu'un qui, effectivement, est architecte peut imaginer, je ne sais pas quoi autour. Quelqu'un qui va être musicien peut, en fait, remplir l'espace qui reste de son. Et quand on se tourne dans telle ou telle direction, on va plutôt entendre tel ou tel son, que sais-je encore. Enfin, on peut imaginer énormément de choses. Après, voilà, à nouveau, sur l'hybridation, pour moi, n'a pas de limite. Et le numérique, pour moi, c'est sa vertu principale, en fait. C'est de permettre Alors, il a plein de défauts. Le numérique a plein de défauts. Enfin, les humains qui ont façonné le numérique ont créé pas mal de défauts. Mais en soi, l'idée du numérique est extrêmement puissante. Pour moi, déjà, une raison, c'est que ça permet à toutes les formes d'art, et toutes les formes de médias, toutes les formes de tout ce qu'on veut, d'exercice, d'activité, de se retrouver sur un espace qui est commun. Et à partir de là, il n'y a pas grand-chose d'impossible, quoi. Enfin, moi, je parlais de BD interactive avec des gens qui n'ont jamais touché à la création numérique. Et je racontais ce matin l'anecdote d'être avec une journaliste qui fait, alors j'ai toujours pas retrouvé le nom de cette activité, mais c'est les personnes qui vont dans les tribunaux pour faire des dessins pendant les tribunaux à huis clos notamment, et ce que j'ai pas dit ce matin, c'est qu'elle avait 80 ans, cette dame. Et qu'avec elle, c'était quelqu'un qui a passé 5 ans au Parlement, à la Cour des comptes, à la Cour constitutionnelle, pour faire des dessins des lieux de pouvoir dans lequel le citoyen ne peut jamais rentrer. Elle avait réussi à avoir des accès privilégiés, etc. Elle a fait 1500 dessins. On a commencé à travailler, malheureusement, ce projet n'a pas abouti, mais on a commencé à travailler avec elle, une boîte de production à Paris, sur utiliser tous ces dessins-là, et d'une dame qui, à 80 ans, croyez-moi, ne connaissait rien au numérique, mais en même temps, elle était ravie, elle était hyper heureuse. Elle était là, mais ouais, parce que moi, elle les imprime, ces trucs. Elle dit, moi, je sais faire des livres avec ça. Il y avait son éditeur d'ailleurs. Mais numériquement, bien sûr qu'on n'aurait jamais fait quoi que ce soit sans la rencontre avec un producteur. Après, le producteur est venu me voir, on a commencé à travailler là-dessus, et c'était génial. Enfin, c'est pas allé au bout, mais c'est dommage. Mais en soi, la rencontre avait déjà eu lieu, et donc, c'est sans fin en fait, cette hybridation-là entre les gens du son, du dessin, la vieille garde, la nouvelle garde, des gens très techniques, pas techniques, des gens de l'image. C'est incroyable finalement tout ce qu'on arrive à faire et ce qu'on va encore faire. Alors pour information, par rapport au challenge VR, donc il y en a un qui est en train d'être écrit et de s'organiser pour le mois de juillet dans le cadre de Edgefest, donc les 2 et 3 juillet au Shadok. Donc pour ceux que ça intéresse, ce genre d'expérience, on est encore en train de l'écrire, mais ce sera aussi en partenariat avec le Festival européen du film fantastique, bien sûr organisé par l'INA et avec l'association Alsace Digital, et CEPIA sera également impliqué. Moi, je voulais poser la question, et c'est peut-être une question qui peut s'ouvrir un peu pour tous.
vu que c'est un peu le dernier temps, les derniers jours avant la fin de la résidence, peut-être plus sur les processus de création et d'expérimentation. Donc là, finalement, c'est des contextes où des structures derrière réfléchissent cette rencontre, voilà, les mises en connexion, etc. Moi, j'aimerais bien avoir un peu vos retours sur des expériences de contexte de création qui vous ont marqué et qui ont été vraiment favorables pour avancer dans vos travaux, parce que ce format de résidence était aussi pour nous assez expérimental. On a fait le choix de s'arrêter à 6 projets, donc 8 résidents, de partir plutôt sur de la recherche et du développement plutôt que de la production, de faire venir des intervenants extérieurs, sachant qu'il fallait qu'on arrive à choisir les intervenants avant de savoir qui allait être en résidence, donc réussir à trouver des intervenants qui allaient être intéressants pour tout le monde et amener quelque chose, une pierre à l'édifice sans qu'on sache exactement ce que ça allait être, et sans vouloir non plus tomber dans quelque chose de trop scolaire ou de trop cadré. Donc peut-être si vous pouvez partager des expériences, peut-être d'autres contextes, mais aussi nous faire un peu des retours sur ce contexte précis, quels étaient les points forts ou les points qui vous ont manqué par rapport à tout ça, et qu'est-ce que ça a pu vous apporter, quoi. Quelqu'un qui commence? Ah voilà. Parfait. Je vais parler en anglais, mais you can reply en français. Maybe just to build up on her question, how do you face the challenge between playing with the, I don't know, shiny new technology, at the same time have a story, have a piece of content that is relevant? And the reason I'm asking is just because I'm very often story-driven, but I'm also very curious about new technology. I'm doing something that for the residency that is playing with AR. So I've been facing, and it's not necessarily a technology that I master. So it's this like a short period of time, there's an idea, and the balance between just playing with the shiny new technology and finding the balance between that and the story. How do you deal with that and so on? So is it okay if I answer in French or? En français, s'il vous plaît. Ok. Alors, effectivement, il y a des effets de mode, en fait. Moi, quand j'ai commencé ma très très courte carrière, le grand truc, c'était le webdoc, le web documentary. Et du coup, le documentaire interactif, c'était le truc pour être innovant. Et c'est passé comme ça. Après, il fallait faire des applis. Après, il fallait faire qu'est-ce qu'on a eu, un peu de jeux aussi, des jeux narratifs. Après, La réalité augmentée aussi. Après, oui, dans un autre temps, la réalité virtuelle, puis la réalité augmentée, que certains présentent déjà comme l'évolution naturelle de la réalité virtuelle, qui est censée mourir pour laisser la place à la réalité augmentée. Moi, tout ça, j'y crois pas du tout. Mais vraiment, industriellement, oui, c'est vrai. Industriellement, si on veut faire de l'argent aujourd'hui, c'est réalité virtuelle, augmentée, récit pour les réseaux sociaux et vidéo YouTube, quoi. Et voilà, c'est tout. Et du jeu, et jeu. Sur le numérique, ça fait 5 trucs qui sont autour desquels certaines entreprises, certaines sociétés de production arrivent à créer des modèles économiques complets, c'est-à-dire à ne faire que ça. Après, il y a plein de sociétés dans le monde de l'audiovisuel, par exemple, qui font du documentaire, du cinéma classique, et en plus un peu de numérique en accompagnant. Ceux qui font que du numérique, c'est dans ces 5 trucs. Mais à une époque, certains, ils faisaient que du documentaire interactif. Ils ont été obligés de très très vite pivoter, etc. Donc ouais, il y a des effets de mode. Moi, je suis pas producteur et j'ai choisi de jamais faire de société. C'est un engagement que j'ai pris auprès de trop de gens pour maintenant revenir dessus. Je ne ferai jamais de société de production parce que du coup, oui, voilà, on est conduit par le marché. Et le marché, on n'est jamais assez gros à notre échelle pour arriver à l'influencer suffisamment. Donc moi, en tant que créateur, je vais essayer de pas trop suivre la mode. Alors bien sûr un petit peu, c'est-à-dire j'ai une curiosité naturelle, j'ai envie de voir ce que c'est la réalité virtuelle, ça m'intéresse. Donc je vais essayer de trouver quelque chose qui va bien rentrer là-dedans. Mais par exemple, la réalité virtuelle, j'ai mis 2 ans à m'y mettre. Enfin, entre le premier moment où j'ai vu des gens de mon monde commencer à faire de la réalité virtuelle et le moment où j'ai lancé ce projet-là, qui est mon premier vrai projet en réalité virtuelle, il s'est passé quasiment 2 ans. Et pendant ce temps-là, j'avais pas d'histoire qui rentrait là-dedans.
Du coup, j'en ai pas fait. J'ai pas essayé d'en faire, j'ai pas essayé de pousser un truc. Ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai pris plutôt ces 2 ans-là pour aller voir tous les gens qui faisaient déjà de la VR, leur dire comment ça s'est passé. Et j'ai sorti un bouquin qui s'appelle La grammaire de la réalité virtuelle, où j'ai juste parlé avec des créateurs, parlé avec les gens qui reçoivent la VR, qui l'envoient. J'en ai fait moi-même pour voir ce que ça faisait. Hein. J'ai épluché des études scientifiques sur la manière dont notre corps réagit. Etc. Et j'en ai fait un bouquin. C'était ma manière d'attendre, de comprendre. Etc. Et puis j'ai trouvé ce concept-là qui me plaisait suffisamment. J'en ai parlé à un producteur qui a fait go, et puis j'y suis parti. Donc, en fait, comment j'arrive à faire le tri, c'est en essayant d'être patient. Mais c'est hyper difficile. C'est vraiment très, très difficile. Après, je trouve que assez naturellement, et ça marche mieux quand on est plusieurs à réfléchir autour d'un concept, quand on réfléchit à une histoire, il y a généralement une technologie qui va incarner le mieux cette histoire. Je parlais ce matin d'un projet sur les migrants syriens. Le téléphone est tellement un instrument de survie pour les migrants syriens que ne pas faire un projet sur mobile, faut le justifier presque plus que de le faire. C'est-à-dire faire un truc sur mobile, c'est évident. Ça devient presque évident parce que c'est un instrument qui, dans la vraie vie, accompagne les migrants. Enfin bref. Et du coup, si je veux faire un truc qui réfléchit au hors-champ des images, je vais aller vers la technologie qui coupe, qui enlève le hors-champ des images comme la réalité virtuelle. Ça me semble intéressant comme contradiction et donc d'aller dans cet espace-là. Enfin bref, du coup, je pense qu'il faut essayer d'identifier l'endroit où on va pouvoir relier très clairement une technologie avec le fondement même de ce qu'on veut raconter. Il y a un autre projet que je trouve génial, j'ai pas la vidéo parce que c'est pas à mon ordi du coup, mais un projet qui a été fait pendant les élections présidentielles en France, il y a l'an dernier, c'était l'an dernier. Non, il y a 2 ans maintenant. Enfin bref. Non, c'est l'an dernier, 2017, oui c'est ça. Le temps passe vite. Enfin passe pas vite en fait. Et c'est un studio qui s'appelle We Do Data qui a fait une application de réalité augmentée où on pouvait pointer son téléphone, on lance l'appli, on pointe son téléphone vers une affiche de campagne de la présidentielle, et ça superpose à l'affiche de campagne des candidats à la présidentielle un certain nombre d'informations. Voilà. Je trouve ça génial, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'affiche de campagne, c'est vraiment le truc réfléchi pendant des mois par des gens qui sont payés des fortunes pour projeter pile poil la bonne image, la bonne cravate, les maintiens, la couleur, les trucs, la taille de la typo. Attention, la taille de la typo, ça va changer la manière dont les gens votent. Enfin, toute cette espèce de bullshit dégueulasse qu'on va mettre autour de la politique qui devient tellement un exercice de style que c'en est plus drôle et plus intéressant pour le citoyen. Et en fait, ça fait, en fait, je m'en fous de toi, ce que tu projettes. Moi, je te fais une appli où je projette bien ce que je veux. Et je projette du factuel, en plus. Donc, c'est une agence de data journalisme. Donc, ils projettent des faits sourcés, etc. C'est pas juste de dire, machin, il est nul. Enfin, c'est vraiment de donner de la bonne information, etc. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, d'essayer de creuser sa grammaire, justement, son essence profonde. Et je trouve que la réalité augmentée... Alors, j'ai une vidéo là, il se trouve que je l'ai prise par hasard, parce que je l'ai vu traîner sur mon bureau, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce truc-là. C'est en fait un collectif d'artistes qui a hacké une expo au MoMA. Ça y a fait quelques années, ça fait en 2011, je crois. C'était le tout début de la réalité augmentée. Ouais, c'est ça. C'est la première appropriation artistique qui s'est faite. Et c'est ça. Et en gros, il y a une expo au MoMA et ils disent, en fait, ça c'est donc une exposition tout à fait officielle. Et puis nous, on va faire une surexposition. Et il n'y a pas besoin d'en parler au MoMA en fait, parce que c'est dans un univers virtuel, ça dénature pas non plus ce qu'ils font, c'est pas taguer le tableau, c'est juste venir de proposer une expérience. Et du coup, il y a plein de gens qui arrivent avec des téléphones pour faire ça, ce qui n'a pas de sens pour la plupart des passants qui ne connaissent pas la démarche. Et voilà, donc après, en termes de ce que ça, de ce que ça montre, etc., on peut toujours critiquer, mais je trouve que eux, en fait, très tôt, ils ont tout à fait compris quelle était l'essence de la réalité augmentée. C'était de donner finalement, je vous passe le truc parce que voilà, mais c'était de prendre le monde et d'y superposer une intention. Et donc on peut avoir une intention mercantile avec la réalité augmentée et dire le prochain boulanger est juste là, si tu y vas, tu as 20% de réduction, machin. Tu peux faire un truc, voilà. Et puis tu peux y prendre une intention artistique, de pur art contemporain, tu peux une intention politique, de décrypter l'actualité pendant les présidentielles. Et en fait c'est ça, c'est juste de dire quelle technologie soutient mon intention, et même plus que la soutient, va la sublimer quelque part, va faire qu'il y a un écho évident au bout d'un moment. Mais c'est hyper long. Franchement, il y a des moments, comme je disais, la réalité virtuelle, ça m'a pris 2 ans pour essayer de voir clair. Il y avait plein de gens qui faisaient plein de trucs que je trouvais trop cool en plus, mais j'avais pas cette vision-là, j'avais pas les compétences pour le faire, etc. Et ça m'a mis 2 ans pour trouver un espace où je me sentais à l'aise et où j'avais pu y aller, parce que je me dis, ah ouais,
Là, ça fait vraiment écho au fond et c'est pertinent. C'est pas juste ouais, c'est cool. C'est genre, ouais, je vais faire la réalité augmentée, je vais prendre une caméra, je vais la mettre là, je vais tourner le truc, je vais le diffuser, je vais dire, ça y est, je suis réalisateur de VR, quoi. Enfin, on s'en fout. Enfin, là, aussi agréable soit ce moment, ce n'est pas intéressant à montrer en réalité virtuelle. Enfin, pas vraiment, quoi. Donc voilà. Donc finalement, contre l'effet de mode, prendre le temps de s'approprier l'outil, maturer sa position par rapport à l'outil et mettre le bon outil au bon endroit. Ouais, en partie. Après c'est quand même hyper important qu'il y ait des pionniers qui font cette tête baissée. Et ça, mais moi, je suis tellement admiratif de ces gens-là. Généralement, je vais les voir, j'en fais des bouquins derrière. Parce que celui sur la VR, c'est le 4e. Et vraiment, c'est juste qu'après moi, voilà, je suis pas producteur, donc j'ai pas, mais forcément ma propre autonomie financière. Je vis pas à Paris, donc c'est pas. Enfin voilà, j'en sais rien. C'est peut-être pas ma nature. Moi, j'ai besoin peut-être de comprendre les choses avant d'agir. Après, il y en a, ils tracent quoi. Ils voient une espèce de truc dégueulasse en réalité virtuelle sur les montagnes russes qui fait vomir tout le monde. Ils se disent, ouais bon, ça c'est pourri, mais moi je peux en faire un truc bien. Et ça c'est hyper admirable et c'est trop génial. Et il faut avoir ça, mais en même temps, si les gens fonceurs, ils viennent dans un endroit comme ça aussi, et puis ils rencontrent, je sais pas, un neurologue ou je sais pas, un cognitiviste, un cogniticien, enfin je sais pas comment on dit ça, un scientifique de sciences cognitives qui vont pouvoir lui expliquer des trucs, bah en fait dès le début il va pouvoir éviter de faire des conneries. Donc en fait on peut être hyper innovant, mais si on est bien entouré et si on va chercher dans les autres domaines, on évite aussi de faire des erreurs qui, pour quelqu'un dont c'est la pratique, va dire on était con ou quoi, enfin arrête, non fais pas ça, fais ça. Ah ben voilà. Et voilà, moi clairement sur la réalité virtuelle j'ai eu besoin d'un gros temps de maturation. J'étais pas un pionnier du tout, quoi. Enfin, là, on peut toujours considérer que c'est très tôt, etc., mais clairement pas du tout dans la posture du pionnier. Mais heureusement qu'il y en a d'autres, parce que sinon, j'aurais rien pour me faire les dents. Donc, il y a tous les niveaux de patience sont bienvenus. Je sais pas comment passer la parole. J'aimerais bien, hein, mais je sais pas. Merci. Peut-être pour continuer du coup sur la question du format de la résidence qui a été proposé par le Shadok, Marine et Michel. Effectivement, tu parlais de temps, Géraldine. Effectivement, je crois que, en même temps, en réfléchissant à ce que j'avais envie de dire, je me disais finalement c'est peu de temps en même temps. C'était quoi, 2 semaines et demie, 3 semaines mais en même temps, il y avait une qualité de. Enfin, j'ai l'impression quand même qu'on a eu du temps, quoi, et qu'ils ont pris le temps et qu'il y a eu des vrais temps d'échange avec cette alternance de temps individuel et collectif. Alors peut-être des fois les temps collectifs où les discussions qu'on pouvait avoir empêchaient certains de travailler tranquillement. Ça, c'est toujours le problème du coworking. Enfin voilà, mais en même temps, c'est un peu le jeu aussi. Et une vraie liberté aussi pour les résidents, il me semble, d'être présent ou de ne pas l'être. Enfin voilà, et donc quelque chose d'assez juste de ce point de vue-là. Et puis, ce qui m'a semblé aussi, en tant qu'un peu, voilà, étant dedans, mais un peu en observant aussi, c'était une attention, on en a parlé plusieurs fois, vraiment à trouver les manières de travailler propres à chacun, qui permettra à chacun d'avancer, enfin un respect comme ça de la singularité des processus de création de chacun qui nécessite beaucoup de temps, et ça je pense que il me semble que c'était important. Et c'est des choses d'ailleurs que vous aviez un peu évoquées aussi dans votre présentation, je sais pas si... Allez. Oui, du coup, effectivement, donc encore une fois, hein, merci à Géraldine, au Shadok, et merci à Marine et à Michel d'avoir permis cette expérience. Et effectivement, comme on a pu l'aborder, c'était pas toujours évident de se couper d'un rythme de travail dans lequel, en tout cas pour notre cas, on a l'habitude de plutôt produire d'abord. Et là, on était coupé par des discussions, mais finalement très appréciables après coup, puisque ça permettait d'orienter différemment nos projets qui étaient justement en train de se faire et pas déjà formés. Donc pour nous, c'était riche en expérience. On a vraiment trouvé qu'il y avait une alchimie entre les résidents et bien sûr vous qui parrainez un peu la chose et également les intervenants
qui, de par leur intervention, nous amenaient vers d'autres territoires, d'autres terrains, et c'était hyper profitable. Donc merci pour ça, pour ce moment. Ouais, non, mais moi je voudrais augmenter ce qui vient d'être dit. C'est vrai que ce qui peut sembler comme des coupures, parce que c'est vrai, hein, par moment on est dans un espace de coworking, donc c'est vrai que par exemple, je sais pas, on va dessiner, on va faire des choses, on va réfléchir sur un projet, et puis d'un coup il va y avoir une réunion à côté qui va se former, des choses comme ça peut couper, mais en même temps, enfin, on s'est rendu compte que les dialogues naissaient de ça aussi à un moment donné. Bah tiens, il y a quelqu'un qui vient de voir, qui vient discuter, ça. Et c'était hyper intéressant du point de vue de la distance réflexive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est focalisé sur ce qu'on fait. Et puis la perturbation qui va venir, bah, en fait, va nous poser un problème. On va se dire non, mais c'est gênant. Même à un moment donné, dans la discussion, il va y avoir des contradictions, on ne pense pas les mêmes choses, etc. Et puis du jour au lendemain, en fait, on se rend compte que ça a été un révélateur de quelque chose et ça a mis en exergue un problème et ça nous permet aussi de synthétiser peut-être l'enjeu de ce qu'on veut vraiment faire aussi. On parlait de singularité juste avant, bah justement, se confronter à l'autre et échanger avec l'autre de son propre positionnement, c'est à un moment donné bien se placer et s'affirmer aussi. Et du coup, ça a nourri ça. Je pense que et c'était important. Et 3 semaines, c'est peu. Ou c'est beaucoup, je sais pas, parce que c'est vrai que c'est très très intense quand même, hein, c'est très très intense. Le soir, moi j'ai même du mal à parler du coup parce que je suis un peu fatigué du matin au soir à bosser non-stop et à échanger, etc. Mais ouais, c'est très très bien. Et du coup, ouais, ça va faire presque un choc, je pense, quand on va arrêter et qu'on va reprendre d'autres habitudes plus personnelles, je pense. Mais c'est très 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 bien. Ben, je ne sais pas trop quoi rajouter par rapport à tout ça, parce que c'est exactement le même sentiment. Et tout à l'heure, justement, je pensais à une dernière aventure qui m'était arrivée. Donc, on a travaillé à Singapour, au Art Festival. On était 15 jours avec 6 représentations, avec une dizaine de personnes. Et entre les 2 représentations, à chaque fois, on recommençait notre mise en scène. Et c'était super intense. Et tu n'avais pas beaucoup de temps de repos. Il y a toujours une remise en question de qu'est-ce qu'on a présenté, comment on l'améliorait encore et encore. Et je pense que c'était à peu près le même phénomène ici, où avec les points de vue de ce qu'on avait ressenti par rapport à une discussion, par rapport à autre chose, tu rebondissais, tu repartais dans une autre direction, et c'était vraiment génial. Et après cette expérience-là, le lendemain, quand il n'y avait plus personne, c'était un gros sentiment de solitude, dites donc. Et là, j'ai un peu peur du retour. Là. When I was listening, I was remembering the process, and I think there's at least one thing that was very unique for my experience in the residency. That is like this naked creative process. It felt like I was naked every day, and people would just come and I need to be ready to talk about things that I wasn't even sure yet. And the funny thing is, to be honest, is that I always try to present myself or my work as being about conversation. In the end, what I want to do is provoke or I don't know, shape a kind of conversation that maybe it's not taking place. But to be honest, there is always a lot of planning, production, and then the conversation happens. So that was really, I don't know, for me, the first time that I had to hack that process, and I still don't know, for example, how to capture the energy of those naked encounters that I had every day. But that was really unique and part of that residency. I never felt that before. So, merci pour tout. Est-ce que tout le monde arrive à suivre en anglais? Vous voulez que je traduise peut-être? C'est bon? Ouais. Ok.
Ça rejoint un peu un truc dont on discutait tout à l'heure quand on parlait de ton projet j'ai utilisé l'expression sortir du bois très tôt. Et effectivement, moi, en venant du monde plutôt de l'audiovisuel, il y a une espèce de méfiance, quoi. C'est genre, faut pas que je parle de mon truc, j'ai une super idée, je la cache le plus longtemps possible jusqu'au moment où j'ai vraiment pas le choix parce que là j'ai besoin d'argent. Non, mais j'exagère pas, hein, c'est vrai. Et je trouve que c'est assez drôle parce que finalement, ce monde de l'innovation, où on a l'impression finalement, quand on dit innovation, qu'une idée a plus de valeur que dans le monde de la non-innovation, enfin de la continuité, on va dire. Et en fait, j'ai par expérience remarqué que c'était l'inverse. C'est-à-dire que les créateurs, les producteurs, les auteurs, vont être davantage enclins à parler hyper tôt de leur projet. Moi, je sais qu'il y a un projet dont on est à peine sorti de la phase d'écriture. J'en ai déjà parlé il y a 1 an et demi dans un festival, quoi. Vraiment quand c'était que dalle. Et j'étais même surpris d'être invité là, parce que j'étais là, enfin bon, quand même, j'ai travaillé 3 semaines dessus, quoi. C'est un scandale. Et il se trouve que j'avais gagné une bourse d'auteur qui m'a été donnée et qui m'avait invité du coup. Mais c'était totalement indu et c'était hyper tôt en fait. Et 1 an et demi après, on est à peine en train de commencer à fabriquer le machin. Et sous une forme qui a d'ailleurs totalement évolué, enfin en grande partie évolué. Mais je trouve ça extrêmement intéressant du coup. Je trouve que le monde de l'innovation créative, je ne parle pas de la Startup Nation qui est encore un autre machin, mais en tout cas dans le monde créatif, moi je trouve qu'il y a une vertu hyper importante à sortir très tôt. Je me souviens qu'à une époque, j'avais co-fondé une association sur Paris qui s'appelait Storycode et qui donnait tous les mois, faisait des conférences. Et tous les mois, en fait, il y avait 3 espaces de 5-10 minutes qui étaient faits pour que des jeunes, enfin jeunes ou pas jeunes, en fait, on s'en fout, mais des projets qui soient eux-mêmes jeunes, très récents, vraiment en phase d'idées, de concepts, un peu développés, pas trop, viennent présenter le truc et dire, en fait, moi, à ce stade-là, j'ai vraiment besoin... bon, souvent c'était honnêtement un développeur, parce que voilà, des gens qui étaient créatifs mais qui avaient manqué de compétences techniques, ou voilà, j'ai besoin d'un producteur, j'ai besoin d'un... Et en fait, ça participe vraiment, je trouve, d'un même élan de il faut s'ouvrir. Vu qu'on a besoin de s'hybrider, on a besoin de s'ouvrir. Et si on le fait alors qu'on a déjà passé 1 an, qu'on a cramé la moitié de l'argent qu'on a réussi à récolter, et qu'on se rend compte en rencontrant enfin que la personne qui nous manquait, que on a fait fausse route parce que il nous manquait des compétences, on se retrouve à avoir juste jeté du temps, de l'argent, des moyens, de l'énergie, etc. par le truc. Et qu'en fait, c'est finalement plus efficace de se dire j'ai une idée, qui veut travailler avec moi, et ça marche assez bien. Donc j'imagine bien ce que tu veux dire en disant j'ai l'air naked, et c'est vrai que c'est parfois un peu contre-intuitif, mais en même temps c'est tellement utile, quoi. Enfin, c'est vraiment une valeur ajoutée énorme d'arriver à se faire violence et à dire ok, c'est pas grave, j'en parle, on verra bien, quoi. Mais moi, mon sentiment en étant justement de l'autre côté de l'autre côté de la rue, je sais pas quoi, mais à la place où je suis dans l'écoute des artistes, des porteurs de projets, etc. Effectivement, je te rejoins sur le fait que souvent, on dit souvent que les artistes ont du mal à parler de leur travail et savent pas en parler, etc. Mais ce que j'entends derrière ce que tu dis, c'est effectivement que l'artiste a besoin d'avancer par le faire, et que finalement, là où les porteurs de projets, les entre guillemets ingénieurs culturels, dont moi par exemple je fais partie, on a cette habitude et un langage qu'on maîtrise sur la notion de projet. Et c'est vrai qu'il y a encore quelques jours, j'en parlais avec un musicien qui me disait mais c'est quoi la différence entre un projet et une idée? Pour moi c'est la même chose. Je disais mais non, le projet c'est le moment où tu vas argumenter, comment tu passes au concret. Et la projection dans un projet culturel est peut-être beaucoup plus facile que la projection dans une œuvre où il y a une intention, où on explore en même temps qu'on fait, et on n'a pas envie d'écrire le résultat final tant qu'on ne sait pas où on veut aller concrètement. Et même quand on sait où on veut aller, on veut se laisser encore la liberté de le faire évoluer. Et du coup, à cet endroit-là, je trouve que c'est super intéressant cette discussion, parce que c'est quelque chose que j'avais pas forcément réalisé comme étant... parce que souvent les artistes aussi ont du mal à accepter et à reconnaître cette vulnérabilité, parce qu'ils sont tellement habitués à devoir se vendre dans quelque chose de déjà final, de l'ordre de la diffusion, qu'en fait nous on les met vachement à nu, parce qu'on leur dit finalement nous c'est pas
forcément la diffusion qui nous intéresse, c'est toutes les étapes avant. Donc c'est les étapes de recherche, c'est les étapes de processus, c'est les étapes que vous avez envie de cacher derrière un tapis au moment où vous allez montrer le joli résultat final, et que finalement il y en a qui n'assument pas toujours les chemins de traverse qui ont été pris, les moments où ils se sont retrouvés devant un mur. Alors ce qu'on apprécie beaucoup par contre, c'est de travailler aussi avec les designers, parce que eux sont beaucoup plus habitués à ces processus de prototypage, essai, erreur, je reviens sur le prototypage, etc. Là où peut-être les codes de l'art contemporain et de l'académisme ont aujourd'hui peut-être verrouillé chez l'artiste ce sentiment de « je n'ai pas le droit à l'erreur ». Quand je vais présenter quelque chose au public, il faudra que ça soit le résultat de quelque chose déjà d'abouti. Et je pense que, notamment dans le numérique, on a vraiment besoin de montrer ces espaces d'erreur et de tests, parce que le public ne comprend pas toujours le résultat final. Et en fait, en passant par ce processus, c'est là où il arrive à vraiment comprendre où veut m'amener l'artiste, pourquoi il m'amène à cette étape finale. Et là-dessus, je pense qu'on est beaucoup plus effectivement dans de l'art relationnel plutôt que dans de l'art interactif, comme on l'abordait dans les dernières discussions. On est dans quelque chose qui est de l'ordre du relationnel avec l'auditoire, qui passe par un outil, quoi. Et ça, je pense que c'est assez sous-estimé dans l'aspect art numérique. Oui, sur cette question de la présentation du travail, il y a effectivement une situation qui est assez singulière sur ces pratiques artistiques liées à la technologie. Et il y a une demande qui est apparue aussi en même temps de la part des financeurs, puisque c'est un circuit de production des œuvres qui n'est pas du tout le même que le circuit qui existe dans le milieu de l'art contemporain. Et dans l'art contemporain, c'est une relation directe en général entre un artiste et sa galerie. Et donc le projet il s'exprime de façon très intime. Il n'y a pas besoin d'en écrire beaucoup, de le prédécrire, etc. Et donc en gros, il y a presque pas toujours une logique de projet. Après, il y a des grosses œuvres d'art contemporain où effectivement on est dans les logiques de projet et c'est des grosses équipes, etc. On a tous des images d'œuvres un peu gigantesques comme ça où il y a énormément de gens qui ont travaillé dessus. Mais il y a une spécificité qui est apparue dans le milieu des arts et médias avec effectivement une logique de produit qui arrive à un endroit où il n'y en avait pas avant, et avec une demande qui est faite à l'artiste de faire d'une certaine façon l'exégèse de son propre travail, ce qui pour certains paraît normal. Moi, je fais partie des gens qui pensent que l'artiste ne doit pas faire l'exégèse de son propre travail, et qu'à un moment, il vient répondre à des questions par ses œuvres, et qui fasse des médiations autour de ses œuvres, qu'il les présente dans différents contextes. C'est tout un espace effectivement de discussion qui s'ouvre, mais il y a un endroit où je pense qu'effectivement il y a quelque chose de déplacé dans ce qu'on lui demande à cet endroit-là, de faire l'exégèse de son propre travail. C'est pas son boulot. Effectivement, il faut apprendre à rédiger des projets. Et là, il y a aussi plein d'endroits un peu, je sais pas comment dire, piégeux, ou des espèces d'attracteurs qui peuvent être un peu compliqués, qui font que dans des projets ou d'art science ou des projets avec beaucoup de développement de technologie ou de l'innovation, les artistes ils vont avoir tendance à parler et à argumenter énormément sur ces parties techniques d'innovation ou sur les parties scientifiques, et pas sur la partie artistique et sur les questions esthétiques ou politiques. Et pour cause, je pense que c'est les parties les plus sensibles et les plus délicates effectivement à communiquer. Donc oui, là, c'est l'endroit que tu pointes, il me semble effectivement un peu le cœur d'un jeu comme ça, d'un rapport de force, et qui est très spécifique avec ces pratiques artistiques liées à l'utilisation de la technologie. Je vais rebondir là-dessus. Donc effectivement, il s'agit d'ouvrir d'une certaine manière les processus, mais je pense que dans la manière dont on souhaite le faire avec Michel, avec les designers, les artistes invités, il ne s'agit pas forcément de se mettre à nu. Comme tu l'exprimais, Victor, tu l'as ressenti comme ça. Toi, tu étais effectivement dans un lieu de passage assez important lors de ta résidence. Mais ce qui semble important de dire, c'est voilà, effectivement, il y a cette volonté d'ouvrir le processus. Pour moi, par exemple, il est important d'ouvrir le processus, non pas forcément pour les raisons que tu évoquais, Géraldine, mais moi, ce qui me semble important aujourd'hui, en tant qu'artiste, en tant que designer pour certains, c'est de parler du processus pour finalement également revendiquer et prendre place dans la société
et montrer que derrière quelque chose de fini, derrière quelque chose qui se montre, il y a toute une ingénierie qui en découle, etc. Et de faire comprendre que finalement, quelqu'un qui va venir du milieu de l'entrepreneuriat pur et dur, par exemple, pourra se retrouver aussi dans une démarche qui est plus proche d'une démarche d'auteur. C'est en ça que ça m'intéresse, moi, la question du processus. Avec les résidents, on a pas mal échangé. Avec certains, on en a parlé plus qu'avec d'autres pour le moment. Effectivement, il y a cette question d'ouvrir le processus, mais il y a aussi la question de la fermeture qui forcément se pose. À quel niveau on ouvre? Pourquoi on ouvre à ce niveau-là? Qu'est-ce qui est le plus pertinent d'ouvrir? Par exemple, Julien, toi, tu as un aspect très technique dans ton projet, avec vraiment une recherche sur vraiment un aspect de fabrication qui nécessite une recherche conséquente. Est-ce que c'est véritablement là? Est-ce que c'est véritablement sur ce faire, justement, que le public va pouvoir se saisir de l'expérience que tu veux proposer? Moi, personnellement, j'en suis pas persuadée, mais on aura le temps de développer ensemble jusqu'à début juillet pour proposer communément une monstration. Et peut-être que toi, tu auras peut-être plus envie d'exposer aux visiteurs ou aux testeurs finalement de ton expérience, ton champ référentiel, par exemple, on l'avait évoqué. Peut-être que c'est par le biais de citations que tu récoltes, etc., qui vont petit à petit consteller un peu un univers et nous faire entrer aussi dans une démarche plutôt que dans un mode un peu tutoriel. Voilà comment on fabrique un casque je caricature un peu la situation, mais je pense qu'il y a des choses assez fines à jouer, à trouver en fait sur l'ouverture de ces processus. Et puis, bien sûr, en respectant vraiment l'intégrité du projet de chaque personne, puisque on le voit, il y a des démarches qui sont très différentes en fonction des porteurs. Et certains vont peut-être être plus à même de se dire, OK, mon post-it a une valeur dans ma recherche. D'autres vont se dire, en fait, voilà, c'est mon processus, mais est-ce que c'est véritablement ça qui va informer quelqu'un qui va découvrir mon objet final dans une vitrine sur ce que je développe véritablement? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de l'ordre plus systémique, on va dire, qui va convoquer peut-être des articles de recherche à un moment donné? Là, je pense un petit peu à votre projet Maxwen. Qui nous donne vraiment une vision sur la teneur, sur la teneur globale d'une démarche à ce niveau-là. Je veux bien juste poser une nuance. Encore une fois, pour moi, il y a un point important à distinguer, c'est que et c'est aussi pour ça qu'on a bien précisé que c'était une résidence de recherche et développement, c'est-à-dire que pour moi, à l'automne, vous n'aurez pas forcément un objet fini sous vitrine. Ce ne sera pas une œuvre finie. Et encore une fois, ce qu'on demande à montrer, c'est une étape de travail. Et je pense que c'est aussi ça, c'est notre responsabilité aussi de faire comprendre au public que ce n'est pas encore la monstration finale, c'est une étape de travail. Et souvent, la volonté de... parfois, les artistes se mettent aussi la pression sur le résultat qui va être montré, et ça crée une confusion chez le public qui croit voir une œuvre là où elle n'est pas encore aboutie, ce qui peut être aussi contre-productif pour l'artiste. Donc nous, on essaye aussi d'être très délicat par rapport à ça, et souvent ça passe par montrer une œuvre passée de l'artiste qu'il a déjà fait par ailleurs, qui elle est terminée et qui contextualise sa démarche, à côté d'une étape de travail qui n'est pas terminée et où c'est clair et net que ce n'est pas très terminé. Ça, je pense que c'est aussi important. Et c'est ce que j'entends, ce que derrière disait Victor, c'était pas tant de se sentir nu par rapport à montrer son processus de travail, c'est plutôt de dire que son travail est vraiment concentré sur cette rencontre et cette conversation qu'il veut tisser avec l'autre, mais que finalement, elle est vachement mise en scène et très travaillée d'habitude. Et là, cette conversation arrivait beaucoup plus en amont que prévu, parce qu'il n'avait pas encore eu ces étapes. C'est bien ça que tu expliquais. Et que finalement, ce n'était pas déjà dans la performance, mais tu ne savais plus où te placer entre ces rencontres qui arrivaient déjà, alors que tu ne savais pas encore vers où tu voulais l'amener, quoi. Because a few people mentioned the nakedness.
I just want to say it's important to understand more. I'm Brazilian, so I'm really comfortable with that, so that's not an issue. It's difficult. It's difficult now. Well. Non, mais moi je voudrais rebondir sur toutes les discussions sur montrer le procédé parce que, comme si vous avez suivi, donc moi je suis quand même dans la recherche en biologie moléculaire au départ. Donc moi ce qui me dérange aussi dans la recherche en biologie, c'est qu'en général on fait tout un procédé avec plein de retours en arrière. Et on ne présente son travail que quand il est finalisé, quand c'est vraiment la fin de la recherche et qu'on a quelque chose à publier. Les erreurs, c'est un peu un mouvement qui est en train de se mettre en marche, mais les erreurs et tous les essais qui ont été quand même la voie qui nous a mené à notre solution ne sont pas présentés. Donc dans notre démarche, c'est aussi peut-être de montrer les détours qu'on a pris pour apprendre par ces détours-là. Aussi le communiquer pour dire, OK, il y a quand même toute une masse d'informations, ne faites pas les mêmes erreurs qu'on a faites, ou si vous voulez le faire dans ce procédé-là, ça ne fonctionne pas, mais dans un autre, ça pourrait fonctionner. Et là, je te rejoins aussi quand tu dis, tu as pris 2 ans à explorer la VR, à savoir quelle est la technique, quelle est la méthode pour faire passer un message. Il y a une réflexion, et pour la science, c'est également la même chose. Quelle technique va vraiment démontrer ce que j'ai comme hypothèse? Je vais en tester peut-être plusieurs. Il n'y en aura qu'une seule qui me donnera une seule facette, et il y en a d'autres qui pourraient les compléter. Ouais, je trouve ça hyper juste ce que tu dis. Quand je disais tout à l'heure sortir du bois, je parlais vraiment de quelqu'un qui se pitch, qui présente une idée. Et effectivement, là, après, on a étendu cette conversation-là à dévoiler, faire un effort de transparence sur l'acte créatif, quel qu'il soit finalement, etc. Et je parlais justement de l'ouverture plus grande dans le monde de l'innovation qui me paraissait, en tout cas le monde de l'innovation créative, artistique. Moi, une grosse partie de mon activité, mine de rien, ça me prend vachement de temps. C'est toutes les 2 semaines, j'envoie une newsletter avec généralement un article sur le monde. Et souvent, c'est des études de cas. Donc, j'appelle des gens que je connais. Je fais « Ah, il était cool ton dernier projet. Vas-y, viens, on discute 1 heure. Tu m'expliques comment tu l'as fabriqué, etc. » Et ça rejoint ce que tu viens de dire. C'est généralement, l'une des premières questions, c'est est-ce que tu as fait un prototype? OK. Qu'est-ce qui était pourri dans le prototype? Qu'est-ce qui était une idée de départ qui n'est pas arrivée à la fin? Qu'est-ce qui était une idée de fin mais qui n'était pas là au départ? Et vraiment de faire en sorte, non pas de dévoiler des secrets de fabrication, des secrets industriels, parce que déjà c'est trop compliqué à expliquer, de manière concise et digeste, et surtout, il faut respecter ça. Et puis ça n'a aucun intérêt en fait. Quelqu'un qui me dit, moi pour faire mon projet sur, je sais pas, Unity, j'ai développé mon propre plugin pour Unity, ma propre fonctionnalité. Ça me suffit en fait. J'ai pas besoin de savoir, ouais, ok, vas-y, montre-moi le code, comme ça je vais pouvoir le passer à tout le monde. On s'en fout. Mais par contre, de savoir que c'était une étape de fabrication importante, c'est de dire, je prends un outil grand public, mais j'ai créé une fonctionnalité que pour moi parce que j'avais un besoin hyper particulier et du coup j'ai dû passer du temps à faire ça. Ça c'est intéressant. Et pour revenir là-dessus, pour revenir sur ce que j'ai dit sur l'ouverture et la transparence, j'ai jamais approché quelqu'un en faisant cette newsletter qui est juste gratuite, c'est juste un truc que je fais pour moi-même et pour partager, et je n'ai jamais eu un non. Mais jamais, quoi. Si il y a une personne qui m'a jamais rappelé, qui m'a jamais dit OK, peut-être qu'elle l'a pas vu juste. Mais en tout cas, sinon tout le temps, tout le monde était à fond, ouais, carrément. Et pourtant, tu as eu un succès. Et les succès dans notre monde, ils sont rares en fait, mine de rien. Les succès notamment d'audience, alors d'estime, on en a beaucoup. Dans le monde des nouvelles écritures, il y en a beaucoup de succès d'estime, mais des succès d'audience, on n'en a pas beaucoup. Et donc, quand quelqu'un va à un succès d'audience, à la limite, on pourrait se dire, il veut garder sa formule. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu plein de gens qui sont venus, qui ont parlé, qui ont interagi, qui ont téléchargé ton appli, qui ont acheté ton jeu, j'en sais rien. Et en fait, non. J'ai jamais eu quelqu'un qui me dit, non, ça, je préfère pas en parler, tu vois, c'est un peu la recette maison. Mais jamais une fois, quoi. Et je trouve que c'est une très bonne culture. Le secret industriel, les machins, très bien, on s'en fout, c'est pas ça dont on parle, mais comme tu dis, le fait de où est-ce que ça a merdé, qu'est-ce que tu as fait que tu ne referais pas, que moi et les autres ne devons pas refaire, etc. C'est hyper précieux et on est encore dans un monde qui s'autorise à le dire vachement ouvertement et donc je trouve ça bien de perpétuer cette forme de tradition, en tout cas moi que j'observe autour de moi et qui a l'air d'être en jeu un peu ici aussi. C'est le fait de ne pas justement être dans des bureaux fermés, hein, c'est que le but c'était pas aussi de se dire regarde pas comment je fais ma saucisse et je te montrerai quand elle est finie, quoi. C'était vraiment ouvert et je trouve que c'est intéressant du coup, comme aussi la disposition de l'espace en haut est intéressante.
parce que ça montre cet esprit-là, je trouve, très naturellement. Même si c'est un peu l'esprit open space qui a une autre valeur dans le monde de l'entreprise, là, c'est pas ça que j'ai ressenti en étant là-haut. C'était pas vraiment le côté open space, c'était le côté déambulatoire et très sérendipitaire, je sais pas comment on dit, enfin bref, et qui s'autorisait. Et donc effectivement, le fait de pouvoir être interrompu, je crois que tu le disais. Alors, ah, attends, je suis en train de faire. Ok, bon, vas-y, dis-moi. et j'imagine bien ce phénomène-là qui peut être extrêmement, extrêmement riche et en même temps signe de transparence assez forte. Et donc, c'est plutôt bien, il me semble. Ouais, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, Géraldine, par rapport au fait d'exposer le travail en cours, mais pas forcément un travail fini. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement d'avoir le travail fini et d'exposer en même temps le travail en cours. Parce que justement, par comparaison, on peut bien se rendre compte que si on avait un dessin, un projet initial avec une problématique et qu'on l'a tenu, on voit bien que la formalisation même du projet, à un moment donné, elle a peut-être été renversée, on a peut-être changé des choses, etc. Et le fait de pouvoir comparer génère justement la compréhension du processus. Si on montre juste un moment du processus et qu'on ne montre pas le final, je pense qu'on ne se rend pas compte, ou en tout cas pas suffisamment de... Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais oui, non, mais je sais bien. Mais voilà, c'est pour vraiment. Je pense que c'est plus intéressant d'avoir vraiment l'ensemble. Mais oui, par rapport au timing du projet, tout ça, ça se justifie comme ça. Mais C'est parce qu'on ne peut pas avoir l'œuvre finie qu'on fait le compromis de montrer un autre travail abouti de l'artiste, quoi, pour au moins qu'il y ait l'approche. Mais hein. Et puis ça dépend, c'est pas toujours le cas non plus. Enfin, Au-delà d'un compromis, c'est peut-être aussi une forme de revendication parce qu'on est dans un monde qui valorise beaucoup justement le résultat, le produit, l'objet fini, où trop souvent la recherche, et j'en sais quelque chose parce que je fais de la recherche en sociologie et c'est très compliqué de trouver des financements pour faire la recherche, c'est compliqué d'en faire, il y a un monde de l'université et de la recherche scientifique qui est aussi très menacé. Et donc, c'est ce temps-là de la recherche où il n'en sort pas forcément quelque chose aux yeux des autres, il est super important. Et peut-être que cette volonté d'ouvrir le processus, c'est aussi pour dire non mais attendez, dans ces moments-là, il se passe des choses, c'est super important et voilà, il faut le préserver, c'est une richesse, il ne faut pas que être sur l'objet final et tout ça. Donc c'est peut-être dans cette volonté-là, voilà, faute de mieux, il y a l'idée de attendez, mais on fait quelque chose, quoi, c'est important ce moment-là. C'est peut-être ça aussi. Justement, moi personnellement, je pense que c'est là où ça se situe, et c'est là où aussi il faut replacer la création, replacer le processus de création, et peut-être transmettre le fait de l'exposition. Donc c'est une question qu'on a amenée un peu en filigrane de la résidence. Sur questionner l'exposition à la fois personnelle, donc ça renvoie à ce que disait Victor un peu, l'exposition de l'œuvre, l'exposition aussi de tout un parcours qui est à la fois professionnel mais avant tout personnel, et comment aujourd'hui on s'engage avec cette question de la création dans un processus d'innovation qui est le contexte aujourd'hui dans lequel les technologies se positionne. Et ça s'adresse un peu, pour rebondir sur ce que disait Julien, ça s'adresse avant tout aux institutions, aux politiques, aux acteurs de l'entreprise qui voient trop souvent le créatif, le créateur, donc qu'il soit artiste, designer, hacker aujourd'hui, etc. Voilà, comme quelqu'un qui maîtrise la forme, qui maîtrise un peu... donc là, dans les cas qui nous ont intéressés aujourd'hui, l'interaction, voilà, la narration. Et ce qui est dommage, c'est qu'on oublie par exemple que dans une école d'art, ce qu'on apprend avant tout, c'est maîtriser ce dont on parle et qui s'est produit. Alors nous, on est ravis justement que ça ait pu se produire. Une énergie, un échange très fort qui permet en fait
de croiser les points de vue, de croiser les expériences, de croiser des domaines et de faire en sorte qu'à un moment, il y a une catalyse qui se crée, il y a quelque chose, il y a une émulation qui fait que la créativité, elle est avant tout là, elle est avant tout dans l'énergie que chacun peut transmettre, qu'il ait de l'expérience, qu'il ait une connaissance technique ou pas, qu'il maîtrise un domaine ou pas, mais qu'à un moment, voilà, c'est là où ça se produit. Et ça repositionne, comme aujourd'hui, le hors-champ qui amène, par exemple, la réalité virtuelle ou d'autres domaines. Ça se passe là aujourd'hui et qu'il y a un apport qui est considérable et qu'on néglige en quelque sorte. Et c'est dans ce lieu que voilà, c'est possible. Et enfin, moi, j'invite justement tous ceux qui s'intéressent à l'innovation et qui veulent vraiment innover à venir voir comment ça peut se produire et voir ce que ça peut générer en très peu de temps, en peu d'espace, et avec finalement, moi, ce que je retiendrai en fait de cette expérience, de ce temps, un seul élément, mais qui est prépondérant à tout ça, qui est la confiance. La confiance qu'on peut s'accorder, la confiance qu'on peut accorder à l'autre. Et à un moment, ça devient justement l'élément, le carburant de toute cette rencontre. Voilà. Et c'est intéressant, c'est intéressant à comprendre aujourd'hui et à observer et à voir donc justement ensuite comment on expose tout ça et comment aujourd'hui on s'expose dans un domaine que les technologies traversent, le domaine de la création, qui est important et dont on nous vante justement le fait que c'est ce qui peut porter le changement et puis permettre d'entrer un peu dans une nouvelle société qui est celle de la connaissance, qui devient quand même assez incroyable, quoi. Il y a vraiment une notion qui me semble vraiment importante dans cette discussion, c'est la question du temps. Alors, Julien précisait tout à l'heure que c'est aussi quelque chose qui a... les arts numériques ont leur spécificité et arts médiatiques par rapport à ça. Mais moi, ce que j'entends vraiment et que j'essaye de revendiquer à travers ce lieu, c'est cette question de... On est dans une société où, d'une part, on parle d'un effet de mode autour de technologie, du coup, c'est une sorte d'empressement de tester, de vouloir s'approprier, etc. Et en même temps, de reconnaître qu'il y a besoin d'un temps d'appropriation, que ça ne peut pas être dans cet espace-temps court. Enfin, pour moi, cet espace-temps, il n'était pas forcément court, parce que c'est une parenthèse dans la vie et le travail de chacun qui est finalement assez longue. Enfin, je ne pense pas que les uns et les autres auraient pu accorder plus de temps, dégager plus de temps pour ce temps de travail. Mais c'est assez représentatif du monde dans lequel on est. Parce que les modèles de start-up, les modèles même de hackathon, etc., c'est souvent sur des temps extrêmement courts. Et finalement, revendiquer que non, ça prend du temps, les processus créatifs prennent du temps. Les illustrateurs, comme tu le précisais, ont démarré genre 2 mois avant à commencer à fréquenter Sepia et à s'approprier l'outil pour pouvoir faire quelque chose de qualité le jour même. Au début, on leur disait, OK, ils vont arriver, ils vont dessiner. Et Sepia nous a dit, mais non, il faut vraiment qu'il y ait une appropriation en amont. Et pour ça, et par rapport à ça, je pense qu'on peut faire le parallèle avec aujourd'hui, pour moi, une problématique qui est celle de presque de surproduction artistique aujourd'hui, où finalement il y a une course là aussi à retrouver des financements, à redéposer pour produire, alors qu'en fait les projets, en tout cas dans le secteur des arts numériques, je ne me prononcerai pas pour les autres secteurs, mais tournent relativement peu. Une fois que l'œuvre est aboutie, il y a une vraie galère pour les artistes de faire tourner de manière conséquente le travail dans lequel ils ont investi énormément de temps. Et je pense que par rapport à ça, il y a vraiment un travail à faire pour aussi favoriser peut-être un ralentissement de la production en faveur de la diffusion et de récolter les fruits du travail qui a été fait. Mais pour moi, c'est symptomatique un peu de la société aussi dans laquelle on vit, quoi. Oui, tout à fait. Il y a une question de
de durée de la production des œuvres et de la durée de vie en fait aussi des œuvres. Pour moi, qui vient peut-être l'élément le plus stresseur là-dedans, c'est cette question de la durée de vie. Et il y a eu pendant des années, dans certains pays plus que dans d'autres, et la France n'en est pas exclue, des festivals qui avaient comme critère d'admission que les œuvres devaient avoir moins de 2 ans. Et donc ça empêche toute lecture en profondeur et toute approche historique aussi de cette histoire de l'art technologique, de l'art immédiat, etc. Et ça a été assez dévastateur parce que ça a entretenu une course à l'innovation qui est absurde. Ça a complètement poussé cette valeur d'innovation dans l'art, alors qu'on est bien d'accord, la question c'est pas d'avoir une œuvre innovante, c'est de faire une pièce qui parle, qui raconte quelque chose. Et donc l'intérêt d'une œuvre, il se joue pas du tout dans sa capacité à être innovante ou pas. Voilà, il y a eu un espèce de boulevard ouvert là-dessus avec cet accélérateur qui était les pièces doivent avoir moins de 2 ans. Peut-être on commence à en sortir. En tout cas, le fait qu'on soit à se poser cette question-là, déjà, c'est un élément assez important, pour moi, révélateur du fait que voilà, il y a des issues qui se profilent et des gens qui ont envie de voir ça autrement et aussi de laisser apparaître cette approche historique et en profondeur de ces rapports aux médias. Et pour moi, c'est une des façons les plus, il me semble-t-il, logiques de nourrir le débat, c'est quand on présente des œuvres, de faire coexister dans des espaces d'exposition des pièces qui ont 40 ans, avec des pièces qui en ont 100 et avec des pièces qui ont 6 mois. Et c'est aussi ce qui permet de voir celles qui résistent le temps, etc. On a pu voir au ZKM la semaine dernière qu'il y a des choses qui étaient présentées comme œuvres il y a 5 ans, 10 ans, qui maintenant sont passées, deviennent des dispositifs de médiation, par exemple. Et donc il y a un glissement qui me semble très très juste. C'est-à-dire que cette pièce, il y a 10 ans, oui, en fait, sa valeur, c'était une stricte valeur d'innovation. Et là, elle est replacée à une place qui est finalement beaucoup plus juste, c'est un dispositif de médiation. Et en tant qu'œuvre, elle a pas, il y a quelque chose dans lequel elle ne rentre pas, mais il y a une technologie qui est efficace pour autre chose. Je vais juste réagir sur... En fait, c'est plein de petites choses qui ont émaillé. Tu as commencé par dire, il me semble, que le fait de montrer comment les choses sont faites aussi, c'était un acte militant, un acte presque, ou politique. Après, j'ai entendu le mot politique, etc., etc. Et ce que je trouve du coup intéressant quand on a cette réalisation dans notre travail, c'est qu'on peut inverser finalement une certaine hiérarchie. Je m'explique, c'est-à-dire dans le projet que j'ai montré là avec le dessin, finalement ce qu'on a fait au Shadok, c'était une sorte de performance, mais qui était en fait un prototype. C'est-à-dire c'était vraiment un test. Si on doit continuer à travailler avec les artistes, et ce que j'espère, probablement ils le referont peut-être avec un temps plus long, pas sur 3 heures, etc. Et peut-être que finalement ce qu'ils ont fait en 3 heures n'était qu'un vague prototype de truc final qu'ils auront. Alors que généralement la performance est plutôt un aboutissement, là devient une espèce de mise en scène de l'acte créatif au début, et du coup ça inverse un peu la charge, c'est-à-dire, et en même temps, mais ça inverse la charge, et du coup ça montre aussi que c'est un acte militant, et puis finalement ça a une valeur culturelle en soi, c'est-à-dire pas tout le temps, mais dans certains cas, finalement l'acte créatif il a une valeur culturelle, et donc si on veut réfléchir comme ça a potentiellement aussi une valeur économique, c'est-à-dire, moi je sais très bien que ce projet-là de dessin, on vend bien sûr, quand on va chercher un média partenaire, une institution qui veut faire une collection de trucs comme ça, on vend l'idée finale, c'est-à-dire ouais, on va vous faire des super trucs en réalité virtuelle avec le dessin, qu'on va animer, qu'on va nanana. Mais on vous vend aussi l'événement qui va autour, la performance qui finalement démarre à chaque fois une collection, une démarche artistique. Et je trouve ça marrant parce qu'on arrive à inverser parfois avec le numérique, on arrive à inverser des hiérarchies. Pareil, si dans le monde, par exemple, tout simplement, comme tu dis, dans cette profusion de diffusion de contenu qu'on a aujourd'hui, qui est dans les arts numériques visiblement tout aussi forte que dans le monde des médias en général dans lequel on a, enfin peut-être pas tout aussi fort parce que les médias sont quand même assez forts pour nous balancer des torrents de trucs, mais il y a cette logique-là, c'est on vous balance des machins, des trucs à la gueule, et puis réagissez s'il vous plaît, parce que nous ça nous aide à avoir un meilleur référencement, des meilleurs machins. C'est quand même une hiérarchie qui est finalement, sous prétexte d'être très ouverte, numérique, et finalement de la même hiérarchie descendante, verticale qu'on avait à l'époque de la télé, où globalement, t'en parlais le lendemain à la machine à café, là, bon, ok, la zone commentaire et la nouvelle machine à café, mais on a toujours cette même relation de subordination et de domination.
Et en fait, on voit aussi que dans d'autres projets, on peut inverser la tendance. On peut d'abord demander aux gens de parler, de réfléchir, de co-construire, de donner des idées, de donner de leur avis, et après, on peut en faire de la matière. Et il y a plein de projets justement qui ont réussi à inverser ces choses-là. Donc c'est ça que je trouve vraiment aussi intéressant, c'est qu'on peut renverser des espèces d'ordre établis dans l'acte créatif qui finalement sont là parce qu'on avait d'autres contraintes avant et qu'on n'a plus. Et juste pour, par exemple, là j'ai fait une digression parce qu'on était clairement en train de parler du temps. Et effectivement, la plupart des projets que j'ai montrés, qu'on a évoqués ensemble, les vôtres, etc., sont des projets finalement extrêmes, je trouve, où on s'offre un luxe, soit par notre engagement, soit parce qu'on est bien soutenu par les bons partenaires, soit parce qu'on a réussi à venir ici. On s'offre un luxe, mine de rien, qui est extrêmement rare. Et enfin, moi je sais, enfin, je ne travaille pas sur des millions de projets à la fois, donc j'ai un rythme de vie qui est très calme. Très calme, hein, même vraiment. Et c'est un luxe, mais phénoménal dans une société aujourd'hui où ma compagne est par exemple journaliste, refuse de rentrer dans une rédaction, refuse de courir après peut-être des trucs mal payés, machin. Juste il faut en faire 10 000 pour arriver, j'exagère, mais il faudrait arriver à écrire 10-20 articles par mois pour vivre correctement. En fait, non. Il y a un moment où tu dois te dire ce système est complètement pété. Alors, je ne dis pas qu'on va le résoudre en faisant des projets à long terme, parce que, mine de rien, certaines organisations ne sont pas capables de soutenir ça. Mais on a quand même, moi je trouve, une chance incroyable quand on voyage un peu et qu'on voit comment ça se passe dans d'autres pays. Mais en fait, dans notre pays, il faut se vendre, mais 1000 fois plus. C'est-à-dire là, oui, faire un dossier, aller demander des financements, c'est déjà un exercice de style qui est pénible, et qui est rébarbatif, qui revient un peu tout le temps. Mais je préfère 1000 fois ça que d'aller devoir taper à la porte de tous les pseudo-philanthropes américains qu'il faut aller voir quand tu veux faire un truc aux États-Unis, parce que tu as 2 fondations, 3 institutions qui se battent en duel pour te donner un peu d'argent, d'accord, mais voilà, globalement, c'est quand même un schéma de financement qui est vraiment extrêmement éprouvant, en comparaison de la chance qu'on a en France, qui est... Enfin, en France et dans quelques autres pays, mais c'est vraiment hyper limité, je trouve. En tout cas, dans le monde de l'audiovisuel, je ne connais pas exactement tous vos mondes, mais dans celui d'où je viens, on a une chance incroyable. Mais vraiment, je le souligne souvent à chaque fois. Hein ? Alors pour combien de temps ? Voilà, mais non, mais c'est pour ça que c'est aussi ça le fait de. Il y a plein d'actes militants dans finalement ce qui se font là. Il y a le fait de montrer comment on fait les choses pour dire, en fait, si c'est simple à l'arrivée, c'est parce que ça a été compliqué pendant. Et du coup, ça mérite finalement d'être financé. Certains projets méritent d'être financés parce qu'ils vont donner naissance à des outils. Et ça aussi, c'est une très grande particularité. On est capable sur le numérique de faire une œuvre pour le principe de faire une œuvre une fois, mais derrière cette œuvre, il y a finalement eu tout un processus tellement riche que ça donne naissance à un vrai outil que peuvent réutiliser d'autres gens pour faire un truc similaire, mais à coût moindre, etc. Donc il y a vraiment un phénomène aussi d'entraînement, il y a un phénomène d'entraide aussi, parce qu'il y a certains, ils vont juste dire le code qui m'a servi à faire ça est open source. Voilà, c'est une décision hyper louable, y compris certains médias publics qui le font et qui le font spontanément, donc c'est quand même extrêmement intéressant. Mais effectivement, après combien de temps ça durera ? Ça durera tant qu'on est aussi dans un certain militantisme au niveau de la culture, qui est que, en fait, moi honnêtement, sur la fiction, sur le cinéma, sur le jeu, ça peut se défendre. On peut défendre que le secteur public est peut-être moins nécessaire parce qu'il y a des business models. Ok, pourquoi pas ? Je suis pas totalement convaincu. Je pense que c'est important quand même d'avoir ces soutiens qu'on a. Mais par exemple dans le documentaire, c'est quand la dernière fois que vous avez payé pour un documentaire ? Enfin, je veux dire, c'est difficile et on a quand même mine de rien un écosystème du documentaire en France qui est hyper riche, et heureusement qu'il y a le CNC parce que sinon je vois pas où on irait trouver la thune. Enfin, ça serait complètement aberrant. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup d'espace, etc. Alors, il y a un peu plus d'espace depuis que le numérique s'est ouvert, mais c'est pas si simple. Et c'est vraiment des trucs qui méritent d'être défendus, mais j'allais dire violemment s'il faut, mais quand même, si on arrête ce système-là chez nous, on n'a pas la philanthropie ici, elle correspond à que dalle, quoi. Donc moi je veux bien qu'on se dise ouais, on va faire un système à l'américaine, t'as vu comment ça marche chez les Américains ? Ouais, bon, tout petit pays, machin, et pas la même culture au niveau de la philanthropie du tout, donc on a absolument besoin de ça, et c'est pour ça que, mine de rien, sur l'interactif, quasiment tous les projets que j'ai montrés aujourd'hui, quand on a discuté, quasiment tous sont français. C'est pas parce que je suis chauvin, etc. C'est juste parce qu'on est hyper fort. Mais on est vraiment hyper fort parce qu'on a des soutiens publics qui permettent de s'y mettre hyper tôt. On n'a pas besoin d'attendre que les riches, machin bidule truc, se disent ok, ça va,
c'est un truc solide, vas-y, je te donne le billet. Non, c'est pas ça. Oui, ok, on voit qu'il y a une vertu artistique et d'innovation dans ce que tu fais. On a des fonds pour ça, vas-y, prends ça, fais quelque chose, on verra. Dis-nous ce que tu as fait, on apprend. Et ça. Mais mine de rien, c'est comme ça qu'on est. On n'est pas premier en grand-chose sur le numérique, mais on est premier ou premier ex-aequo. Enfin, on est dans un truc vraiment très très haut en termes de création numérique, et c'est n'empêche grâce à ça, quoi. Enfin, c'est clair. Et pour moi, on est bien meilleur que les créateurs de contenu américains sur plein de trucs. Pourtant, Dieu sait s'ils ont plus de pognon potentiellement, mais juste, nous, il y a un écosystème qui est vraiment riche et vraiment intéressant, et qui mérite qu'à s'étendre en plus. Parce que moi, honnêtement, vos mondes, je les connais pas bien. Donc je suis quand même hyper content parce que, mine de rien, l'audiovisuel a tendance à tourner sur lui-même, même quand il est numérique. Et du coup, ça fait du bien aussi de voir des gens qui viennent de carrément ailleurs. Et donc ça pourrait... Par contre, ça, c'est peut-être une piste aussi de réflexion pour d'autres ateliers, résidences, c'est l'expansion des mondes relatifs. C'est-à-dire que j'ai entendu plusieurs fois le mot art numérique. Je comprends que ça correspond à un truc vraiment différent. Mais si je l'utilisais moi dans mon monde, tout le monde prendrait ça pour ce qu'on fait déjà. Donc en fait, c'est marrant aussi sûrement de voir qu'il y a un décloisonnement encore possible, même si on a l'impression de beaucoup hybrider, comme je disais, de beaucoup aller chercher des gens ailleurs. Il y a probablement encore plein de décloisonnements et de trans-machins à faire. À ce niveau-là, ce qui est très complexe, parce que par exemple, dans notre appel à projet, on a bien mis que c'était ouvert à toute typologie de professionnels, makers, designers, artistes, entrepreneurs. On a eu 0 entrepreneur sauf des entrepreneurs culturels, mais on n'a pas eu d'entrepreneurs numériques qui ont répondu à l'appel. Et je pense que là-dessus, d'abord, il y a peut-être une question de jargon. D'autre part, je pense qu'il y a des sphères qui ne se permettent pas ces temps et ces luxes dont on parle, bien qu'elles le devraient. Enfin, je pense que c'est toujours nécessaire, surtout que là, c'était quand même rémunéré. Enfin, c'est pas gratuit. Enfin voilà, il y a quand même un soutien. Mais du coup, par exemple, dans le monde de l'entrepreneuriat, de la start-up, etc., c'est souvent non, mais moi, je suis pas là pour jouer, j'ai pas le temps. Enfin, c'est des choses. Il y a un imaginaire par rapport à tout ça et un discours tellement présent et construit par rapport à tout ça. Que pour moi, ça devient même un combat aujourd'hui de ramener un discours culturel dans les discours officiels. Aujourd'hui, on en est à des ministères qui se sont tous appropriés le discours start-up et on a du mal à en entendre un autre, en fait. Et quand je dis start-up, c'est dans la caricature négative, pas dans le... Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a aussi quelque chose de très, très positif, mais finalement, ils passent à côté du positif pour faire la promotion de quelque chose, d'une recette magique qui n'existe pas finalement en plus. Donc je pense qu'il y a là aussi un besoin d'amener d'autres discours et d'amener vers d'autres choses pour trouver non pas un extrême ou un autre, mais juste la bonne nuance, le bon équilibre. Et par rapport à ça, c'est vrai que typiquement... les personnes, souvent les professionnels, sont enfermés dans leur case. Enfin, c'est tout bête, mais par exemple, je ne sais pas si notre appel à projet circule dans les sphères audiovisuelles, rien que pour que les gens y aient accès. Et on est tellement en cercle clos les uns et les autres, et peut-être on a une petite brèche par le biais on accueille les résidences transmédia de l'écriture et l'image, et c'est notamment par là qu'on a eu contact aussi avec toi par un autre biais. Mais sinon, finalement, les gens passent à côté aussi. Ouais, non, je ne pense pas effectivement qu'il y ait suffisamment de gens qui aient été touchés par exemple, l'appel à projet. Parce qu'aussi, c'est très difficile de structurer un monde qui est aussi disparate que celui-là. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de source d'information où on se dit, suffit en fait de parler à un tel ou à telle institution, ils vont faire passer le mot, et le monde de l'audiovisuel numérique va le savoir, et c'est ça qui est difficile. Enfin, moi, j'ai une certaine écoute, on va dire, via cette newsletter, mais elle est très, très, très parcellaire, finalement, comparée à le nombre de gens qui ont un intérêt à ça, ou soit qui ont déjà fait des choses, soit qui devraient peut-être y penser, soit qui auraient envie de s'y mettre mais ne savent pas comment s'y prendre. Et c'est extrêmement dur de fédérer finalement des espaces où on va avoir, oui, des gens qui ont une forme d'ADN commun, ils sont un peu nés tous dans la même... dans la même maternité, enfin, ils ont été tous dans le même incubateur, on va dire. Mais après, quand ils sont sortis, en fait, déjà,
il y a des gens qui sont très différents. Il y en a, bon, oui, ils ont commencé à faire un peu d'interactif, puis ils sont plutôt dirigés vers les contenus YouTube. Enfin voilà, d'autres qui font du jeu maintenant, d'autres qui font de la VR, etc. Et mine de rien, bah, c'est très difficile de rassembler toutes ces énergies. Donc j'ai pas vraiment de solution, mais c'est vrai qu'il y a une capillarité, je trouve, qui se perd. C'est-à-dire, c'est dommage parce que là, on se connecte entre guillemets. Je sais pas si on arrivera à se faire passer des informations suffisamment bien pour justement éviter qu'il y ait cette perte-là de dire bah, nous on a lancé un appel mais il est tombé dans l'eau dans un certain monde et il a bien touché dans un autre. Mais je pense que c'est un truc qui vaut le coup d'être vraiment travaillé, peut-être l'espèce de toile d'araignée, de tête de pont qui ont un peu une influence dans chacun dans leur domaine et qui est un espèce de partage d'informations plus évident et plus direct, quoi. C'est-à-dire voilà, je sais que j'ai un espace pour passer ce que tu as à dire à des gens plutôt art numérique. Moi, j'ai un espace où tu vas pouvoir dire toi ce que tu veux sur des gens plutôt audiovisuel numérique. Ce sera intéressant en tout cas d'y réfléchir, quoi. Pour le coup, les deux exemples que je connais qui réussissent vraiment plutôt bien à faire ça, ça va être Autodesk avec le Pier 9 à San Francisco, où là, parce qu'ils ont tous leurs logiciels, AutoCAD, Maya, etc., ils vont toucher des univers tellement différents. Ils arrivent à accueillir 40 artistes en même temps dans un grand hangar où il y a toutes les machines qui vont de la machine à coudre jusqu'à la perforeuse à jet d'eau pour le métal. Et donc là, ils arrivent à fédérer. Et c'est ce qu'essaye de faire actuellement The Camp à Aix en Provence. Mais ça vient également du monde de l'entreprise. Donc c'est assez intéressant de voir que finalement, cette hybridation, elle arrive à se faire du côté de l'entreprise. Ouais, moi je voudrais rebondir encore sur, à un moment donné, tu as parlé des startups ou d'entrepreneuriat qui du coup n'ont peut-être pas répondu, enfin qui n'ont pas vraiment répondu à l'appel. Il y a eu ça poursuit, c'est quelque chose qu'on avait dit lors des journées qu'on avait organisées là, en mars ou en avril, je ne sais plus, à l'université, sur le déplacement qui s'est passé de la recherche et développement, où avant c'était hébergé par les entreprises ou directement au sein des entreprises, il y avait des cellules de recherche sur des nouveaux matériaux, des nouveaux usages, etc. Et il y avait véritablement des cellules de recherche. Et que ça a été externalisé, et que maintenant, les entreprises, ça leur coûte moins cher de faire appel à des startups, de les faire bosser sur un week-end, d'instrumentaliser un certain nombre de créatifs, quand même, il faut le dire, et de récupérer des idées comme ça pour moindre coût. Et je trouve que essayer de faire venir des... Moi, c'est le mot start-up qui me dérange, mais des entrepreneurs, en effet, pour venir développer des idées et développer à la suite une entreprise et tout ça, je trouve ça génial, que ça puisse se faire dans un lieu comme ça, parce que justement, on va pas les instrumentaliser, mais on va les accompagner véritablement. Et là, il peut se passer quelque chose de très, très, très c'est ce très, que très, fait très un peu intéressant. Accro avec les appels à projets Ouais. Tango et Scan, par exemple. Tout à fait. C'est moi qui conclue. Tu veux pas conclure plutôt? Non? Ouais, je pense que c'est plus raisonnable parce que moi j'étais pas là pendant les 4 sessions, les 3 semaines, les 12, je sais pas quoi. Mais en tout cas, juste pour moi, après te laisser finir, j'étais vraiment, j'espère que ça s'est senti vraiment très très content. Je suis encore là demain, mais c'était vraiment très intéressant, même sur les projets où j'ai clairement rien à apporter du tout, parce que c'est un autre monde et je suis juste admiratif et puis voilà, et je suis content d'en parler. Et puis même dans la conversation qu'on a eue ce matin, où finalement on était beaucoup dans l'échange et même dans la remise en cause de certaines choses que parfois je tiens pour acquis ou que je présente comme étant une opinion, et que le fait de m'être fait un peu rentrer dedans était assez utile. Et j'ai pris pas mal de notes sur aussi, justement des choses des idées qui peuvent évoluer, qui devraient évoluer, etc. Et donc c'était vraiment très très intéressant, y compris cette discussion ce soir, qui a un format tout à fait innovant lui aussi, et en même temps qui s'est vachement bien déroulé. En tout cas, j'espère pas trop avoir monopolisé la parole. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une conclusion, parce que justement le but c'est d'ouvrir, c'est de tout ouvrir et que les choses à la fois réflexives, actives, voire activistes continuent. Voilà. Encore une fois, moi, je peux que remercier Géraldine de nous avoir fait confiance. Je remercie tout le monde, justement, d'avoir eu confiance en la proposition qu'on a faite et les conditions qu'on a amenées, qui ont été
voilà, qui ont été celles qu'on a évoquées. On est Marine et moi, très agréablement surpris et très motivés par ce genre d'expérience, parce que c'est encore une fois très important d'être à cette place-là où on défend en quelque sorte l'espace public culturel et ce qui peut s'y passer, et de mon point de vue, ce qui doit s'y passer aujourd'hui, parce que la culture on le dit, mais nous, on le vit, est un domaine très important. Et ben là, on voit que des domaines, des expériences, des points de vue, des observations, donc des différents modes d'observation, pour ne pas dire de recherche par rapport à tout ce qui peut se rencontrer, sont ultra bénéfiques et productifs, si on veut utiliser les gros mots. Et que voilà, cette expérience-là, elle ne peut que se répéter si on veut bien voir un peu la nécessité de ce qu'on peut y apporter. Voilà. Donc nous, on dit simplement un grand merci à tout le monde d'avoir contribué à ce temps-là. Ça ne s'arrête pas, puisque les porteurs de projets vont continuer à travailler jusqu'à l'été. Cet été, on aura l'occasion aussi de faire quelques rencontres encore pendant le temps de l'été avec les publics et les personnes qui continueront à suivre cette résidence et ces projets. Et surtout, on donne rendez-vous à l'automne pour la restitution, sur laquelle on a commencé à travailler et qui va être dans le même process, en fait, de co-création et d'évolution permanente. Oui, donc effectivement, à partir du mois d'octobre, tout un programme à découvrir, éditorialisé, avec à la fois les restitutions des résidences, mais également des temps de rencontre, des expositions, des ateliers ouverts à tous. Et d'ici là, donc pour ceux qui ont envie de continuer ces conversations et sur d'autres sujets également, donc on a ce week-end l'anniversaire du Shadok et des 50 ans des Shadok, avec un week-end festif au Shadok, avec des ateliers, des spectacles, des projections, pour revenir sur l'histoire de cette création qui était effectivement également autour de l'innovation et des nouvelles technologies, avec l'animographe et les musiques concrètes. Un grand spectacle sur le parvis du TNS dimanche, avec les ensembles de Point 2. En cas de pluie, on décidera de se rabattre au Shadok. La semaine prochaine, l'événement du 3 et 4 mai, Lab Europe, organisé par Europe Créative et Accro, autour de l'économie de la culture. Donc avec 2 jours de rencontres sur les sujets aussi qu'on aborde un peu ce soir autour des industries créatives et culturelles, et l'exposition d'Accro des projets Tango et Scan 2017. Le mois prochain, on a également la Mini Maker Faire le fin mai, le 26 et 27, si je ne me trompe pas, le dernier week-end de mai, avec Avelab qui organise donc cette grande rencontre autour des culture makers sur toute la presqu'île Malraux. Et pour finir, en juillet, donc Edgefest avec Alsace Digital, et en particulier un challenge VR qui est en train de se construire avec le Festival européen du film fantastique et l'INA. Voilà, je crois que je n'oublie rien. Juste un dernier mot. Il ne faut pas oublier que justement la réussite d'une telle expérience ne se fait pas sans toute l'équipe du Shadok, parce qu'elle est fortement sollicitée et elle est fortement aussi embarquée dans ce temps d'échange. Donc, c'est un grand merci à transmettre à l'équipe du Shadok et à tous les partenaires en fait qui sont dans le lieu, qui ont accompagné, qui ont joué le jeu en fait aussi d'accompagner les projets, de donner aussi leur point de vue et leurs expériences et leurs apports de connaissances là aussi qui sont sous-exploités, et puis de l'équipe du Fab Lab en fait aussi qui a été
voilà, un élément aussi très productif, justement, pour le... Si j'ai oublié un rendez-vous super important, les rencontres mondiales du logiciel libre portées par Actube, ARN et tout le réseau autour du Hackerspace en juillet, mi-juillet, donc sur le campus et au Shadok. Alors un temps aussi très très important qu'il faut, voilà, qu'il faut défendre. Voilà, merci beaucoup. Je dois remercier aussi le Fab Lab. À vrai dire, je pense que c'est très bien de remercier car ils m'ont aidé beaucoup pour faire mon 3D scan. Ce sont des mecs incroyables. C'était incroyable ici, c'était super. Et merci beaucoup pour cette opportunité. Je pense que je parle pour chacun d'ici. C'était super. Merci beaucoup. Rendez-vous à Inact. Et je ne dois pas dire ça. Ouais, je n'aime pas l'advertising. Ok, ça, je laisse. Donc rendez-vous avec Daniel la semaine prochaine au Festival Inact. Merci. Ah oui,